Salut tout le monde. Merci d'être là ce vendredi 8 juillet pour le dernier live de la saison de Modulo. Alors, j'ai lancé le live, mais Elise n'est pas encore là. Il y a un petit souci de navigateur, donc du coup, on est en train de gérer les problèmes techniques. Mais comme je voulais pas que vous pensiez que c'était annulé ou autre, j'ai lancé le live. Donc encore dans quelques minutes. Désolé pour le temps que ça prend, mais après, ce sera un très beau live, j'en suis sûr. J'espère que tout le monde va bien, sinon, en cette belle journée ensoleillée. Tac. Ouais, je vois Elise dans les. Alors, Elise qui est dans le chat. Hop. Allez. On ne doit pas être très très loin. Ça monte. Alors, préparez vos questions si vous en avez déjà en amont. J'en ai pas mal, hein, je vous cache pas que, comme d'habitude, j'en ai pas mal. Mais si vous en avez que vous souhaiteriez poser à une recruteuse comme Elise, bah, qui parle dans le chat, c'est le moment de les préparer. Limite, mettez-les dans l'onglet questions que vous voyez sur la droite. C'est le moment. Et comme ça, je pourrais les poser au fur et à mesure. Les thématiques qu'on va dérouler, comme ça, vous pouvez un peu y réfléchir. C'est quoi un entretien? Les conseils pour se préparer. Qu'est-ce qui est attendu en termes de compétences techniques et en soft skills? Quelles sont les bonnes pratiques? Quels sont les no-go? Qu'est-ce que c'est l'attitude qu'on cherche? Et après, on posera des questions qui sont un peu plus, qui explosent un peu le sujet en parlant peut-être des biais cognitifs qui peuvent intervenir auprès du recruteur ou les bonnes questions à poser en fin d'entretien. Enfin, on peut vraiment partir sur pas mal de sujets. L'entretien, c'est un sujet qui est assez large et qui est quand même super important pour les développeurs. N'hésitez pas à réfléchir à certaines questions et on les posera pendant le live. Alors, il y a un problème d'autorisation du micro sur le moment. Alors attends, vas-y. Sinon, sinon, on pourra se faire un petit système D, Elise, avec ton téléphone portable. Je vais essayer de te réinviter directement sur le. Ah non, je peux plus t'inviter, sinon je peux t'exclure, mais bon, c'est pas très cool. Tac. Alors. C'est bon, ça marche. Ah yes! Bon bah voilà, ça n'a pas pris si longtemps que ça. Oui, Et désolée. désolé pour le petit stress, Elise, que ça a peut-être dû te mettre. Bon, alors, en tout cas, c'est tout bon. Moi, je te vois très bien et on t'entend bien. S'il y a des problèmes de connexion, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Mais en tout cas, moi, je te vois très bien, Elise. Ça va? Enchantée, oui, ça va et toi? Ouais, très bien, très bien. Bon, merci beaucoup de venir nous rencontrer chez Modulotech et de venir rencontrer la communauté. Merci. C'est le dernier live de la saison. Enfin, saison 1, on va dire que ça reprendra à partir de septembre. Donc, on est très heureux de t'accueillir sur une thématique qui est importante pour nous, qui est celle de l'employabilité des développeurs juniors. Mm. Enfin, de développeurs en général, mais de développeurs juniors souvent, parce que c'est là où le marché est tendu. Euh, est-ce que tu pourrais te présenter, Elise, avant qu'on commence un peu notre entretien pour que tout le monde te connaisse mieux? Enchantée, du coup. De même. Je m'appelle Élise. Je travaille au sein du cabinet de recrutement Easy Partner. On a un cabinet à Aix, mais on travaille avec des clients à Paris et un petit peu partout en France. Pour vous dire, je ne suis pas une ESN. Normalement, habituellement, les ESN, on place des gens pour faire des missions. Moi, je travaille avec des clients finaux. Donc, en gros, mon métier, c'est de. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui font des bruits. Je pense que je vais me Ouais. délocaliser. Moi, je t'entends bien, mais ouais, Je me ça a délocalise. l'air. Ça Ok. sera. Les fameux aléas du direct. Ah, ça fait plaisir. Je vois il y a plusieurs participants qui sont quand même fidèles au poste, hein. Il y en a qui ont fait quasiment tous les lives, ça fait plaisir de voir ça. C'est Jean-Christophe.
Là, on voit les beaux bureaux d'Easy Partner. Magnifique. Vous m'entendiez pas, pardon. Je disais que c'était mon cabinet et le but de mon métier, du coup, c'est de mettre en contact des entreprises avec des candidats. Donc, moi, je travaille avec différentes boîtes, que ce soit de la fintech, de la green tech, en fonction de mon marché. Et puis, je vais essayer de comprendre leurs besoins, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de développeurs, quel type de développeur, c'est-à-dire quel niveau, quel tempérament maturé avec l'entreprise, je vais les rencontrer. Et je passe beaucoup de temps avec plein de devs pour se dire, OK, qu'est-ce que toi tu veux en tant que dev, qu'est-ce que tu veux comme nouvelle opportunité de travail et voilà, faire matcher les deux. En l'occurrence, donc mon cabinet, on est vraiment que dans la tech et chaque personne a sa spécialité. Moi, ma spécialité, c'est le JavaScript et le Ruby. J'ai des collaborateurs qui sont plus dans le cloud, il y en a d'autres qui sont plus dans le PHP. Ou... On ne fait pas que du web, il y a de l'ingénierie, il y a du hardware, du software. Enfin, bref. Tout le monde a sa spécialité. Voilà, donc c'est une petite présentation de moi. Ok, top. Bah, merci beaucoup. Bon, le sujet il est assez dense aujourd'hui, donc on va pas passer beaucoup de temps dans l'intro, on va rentrer directement dedans. Il y a pas mal de questions et je pense qu'il y en aura qui vont émerger au fur et à mesure. Pour tous, alors, petite reprécision pour ceux qui n'ont jamais fait de live avec nous, en bas vous voyez, il y a des onglets, il y a chat, questions et sondages. Sondage, peut-être que j'en poserai au fur et à mesure si ça s'y prête dans le live. Si vous avez des questions, utilisez plutôt le langage questions. Le chat, c'est plus vraiment pour discuter, rebondir. S'il y a des petits débats, c'est ici. Et voilà, c'est assez simple. Et donc, moi, ce que je vais faire, bah, Élise, aujourd'hui, on va faire un entretien où il n'y a pas vraiment de présentation, c'est plus un échange questions-réponses. Donc, je vais te poser des questions. Et derrière, bah, tu réponds aussi, tu peux prendre vraiment le temps, il n'y a pas de problème. Et s'il y a des questions qui me semblent pertinentes au fur et à mesure de ton explication, à la fin, dès que tu fais une pause, n'hésiterai pas à te les poser. Ok. Super. Bah, pour commencer, est-ce que tu pourrais expliquer un peu comment tu vois, toi, l'entretien, ou plutôt les entretiens, parce qu'il peut y avoir différents types d'entretiens à différents moments, et bah, qu'est-ce qui est un peu attendu de la part d'un recruteur ou d'un cabinet de recrutement quand les développeurs, enfin, de manière générale, les personnes qui postulent font un entretien? Donc, tu parles vraiment avec le recruteur, pas avec l'entreprise. Bah, Les comme je deux. te l'ai dit, soit recruteur, soit entreprise. Peut-être qu'on peut avoir une vision un peu globale, donc peut-être vision entreprise. Ouais. Parce que, à savoir que donc moi, je mets en relation, que ce soit CDI ou freelance. En l'occurrence, je fais plus du CDI, mes collaborateurs font du freelance. Vous n'allez pas avoir les mêmes entretiens si vous postulez pour du CDI et pour du freelance. Généralement, si vous postulez pour du freelance, il n'y aura qu'un seul entretien. C'est-à-dire un entretien technique où la personne va un peu parler de l'entreprise, des missions, vous allez un petit peu parler de vous et surtout, c'est l'occasion de montrer vos compétences techniques en rapport avec la mission. Et si jamais, ça peut être optionnel, il y a une autre rencontre avec l'équipe pour plus un fit humain. Ça, c'est côté freelance. Côté CDI, du coup, vous vous en doutez, comme c'est pour des relations qui durent plus dans le temps, on fait plus d'entretiens. Donc souvent, il va y avoir un premier entretien RH ou avec un lead technique qui va durer 30 minutes pour se présenter. Là, je ne sais pas si ça viendra après en entonnoir où tu me demanderas en détail tout ce qui se passe, les bonnes pratiques. Mais généralement, Ouais, ouais, entretien. c'est ça. Ok, On va creuser après, ouais. T'inquiète pas. ça marche. Bon, ben, grosso modo, il y a ce premier entretien de 30 minutes pour apprendre à vous connaître, voir si vous êtes viable. Voilà, si vous avez compris ce que c'est le poste, vous avez compris ce que vous voulez, est-ce que ça peut matcher, est-ce que votre personnalité passe. Et ensuite, deuxième entretien. Je pousserai d'ailleurs pour vous donner des conseils sur ces entretiens partie par partie. Deuxième entretien, souvent en CDI, c'est un entretien technique. Ça peut être soit un test à réaliser chez vous, soit un pair programming, ou soit un échange de questions-réponses pour vous tester sur vos connaissances. Et après, il y a un troisième entretien souvent technique. Donc, soit c'est un review de votre code que vous avez fait chez vous, ou soit, cette fois-ci, vous rencontrez des devs, parce que l'étape d'avant, souvent, vous allez rencontrer le lead ou le CTO qui vous parlera vraiment de votre projet technique. C'est quelqu'un avec qui vous allez travailler de manière proche. Et ensuite, troisième entretien, on vous fait rencontrer les devs, donc des gens de votre équipe. Soit ça s'arrête là, ou soit il y a un quatrième entretien où cette fois-ci, vous allez rencontrer plusieurs personnes, que ce soit des biz-devs ou des gens de l'équipe qui ne sont pas dans l'équipe tech, mais qui seront quand même dans votre quotidien. Et ça, c'est pour avoir cette culture d'entreprise. C'est souvent quand les décisions sont collégiales. Donc, tout le monde Ok. aime bien vous rencontrer pour se dire est-ce que c'est chouette, ça peut fitter. Mais souvent, cet entretien, c'est vraiment si vous arrivez à cette étape-là, c'est que vous êtes pris à 90%. Ok. Ok, ok. Euh, dans les entretiens, alors une petite question qui me vient, mais c'est vraiment un entonnoir. Donc au départ, enfin, par exemple, dès qu'on arrive au troisième entretien, il reste plus que deux, trois candidats maximum, c'est ça? Mm.
sur la review, tout ça, parce que sinon ça prend beaucoup de temps. Ok, ok. Le plus Effectivement, bloquant, alors, souvent, c'est le deuxième step. C'est le step technique qui passe pas. Parce que le step de 30 minutes, à moins que vous n'ayez aucune fibre interactionnelle, normalement, a priori, ça devrait passer. ah ouais, quasiment tout le monde passe sur le premier. Ça dépend les tempéraments et ça dépend ce qui est. Moi, si je vous envoie quelque part, c'est que je sais que ça va fitter. Parce que des fois, ça ne fit pas du tout. Par exemple, on me dit, ah, bah, ce candidat, il n'est pas du tout humble, ça ne va pas le faire. Ou alors, ah, ce candidat, en fait, je me suis rendu compte que c'était trop léger sur ça. Peut-être qu'on verra tout à l'heure, mais avant chaque entretien, c'est hyper important de bosser et de savoir avec qui vous allez faire votre entretien. Parce qu'en fonction de la personne que vous allez rencontrer, il va falloir adapter votre discours. Si par exemple, au premier entretien, souvent, c'est soit une RH ou soit un lead dev. Si vous êtes avec une RH, il aura fallu bosser votre pitch de vie personnelle en synthétisant, en vulgarisant un petit peu la technique. Si vous êtes avec un lead, au contraire, il va falloir vraiment rentrer à fond dans la technique dès le début. Mais bon, ça, on y viendra après, je pense. Ok, ok. Ouais, on pourrait presque y venir maintenant, mais tu as raison, il y a un pitch un peu généraliste, un pitch généraliste où tu montres ce que tu sais faire, mais sans rentrer dans le détail pour perdre personne et justement embarquer la personne qui est en face de toi. Et après, effectivement, dès que tu rencontres le CTO ou un lead dev, là, il faut vraiment montrer ce que tu sais faire, quoi. Bah, effectivement, j'avais prévu peut-être plus tard, mais en fait, on peut peut-être dérouler comme ça, premier, deuxième, troisième entretien et quatrième. Ouais. Qu'est-ce qui est vraiment attendu et comment les préparer? C'est peut-être le plus simple Ouais. de faire comme ça. Complètement. Alors, oui, j'aime bien comme ça, c'est un petit flow naturel. Ouais, Alors, faut savoir que chaque entretien doit être préparé. C'est pas que le premier entretien où vous dites, OK, je vais dans cette entreprise, je vais préparer mon entretien et après, j'y vais tout chaud sur les 3 prochains. Il faut que chaque entretien, vous le prépariez parce que c'est pas les mêmes objectifs. C'est pas, c'est pas les mêmes enjeux à chaque entretien. On va pas vous juger sur les mêmes choses. Donc, premier entretien, c'est bien de se préparer quelques jours à l'avance. Déjà, renseignez-vous sur l'entreprise, ça c'est hyper important, et sur le milieu de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire aller sur le site, tester le produit, vous pouvez télécharger l'application, vous faites des démos. Moi, ce que je préconise aussi, c'est de regarder aussi tous les articles qu'il y a sur cette entreprise-là. Par exemple, on apprend que des articles de blog ont rédigé nous informent qu'il y a eu une levée de fonds. En fait, le but, c'est de se renseigner au maximum pour pouvoir nourrir la conversation. On y ok. vient après sur comment faire la conversation. Ce qu'il faut préparer aussi, c'est savoir qui va être votre interlocuteur. Donc, allez sur LinkedIn, regardez qui va être votre interlocuteur, et en fonction de ça, vous allez préparer votre pitch. Autre chose qui est important, regardez bien la fiche de poste et renseignez-vous. Quand je dis renseignez-vous sur le milieu de l'entreprise, c'est aussi sur les stacks techniques. Savoir exactement s'il y a du TypeScript, parce que là, j'imagine que vous êtes tous à peu près en JavaScript, si je ne me trompe pas. N'hésitez pas en Bah, chat votre dans le chat, langage. voilà, n'hésitez pas à dire, mais c'est vrai que généralement, sur Modulo, c'est une grande majorité de personnes qui sont sur JS. Merci Thibaut de te jeter à l'eau pour Ouais. répondre. Merci Stella. PHP, Ah, ok. Ok. Et ben en gros, je vois. tu vois, si c'est du framework Symfony, quelle version? Si c'est du framework Laravel, quelle version? Donc, renseignez-vous bien sur la stack technique, sur la base de données, si c'est quelque chose que vous avez déjà travaillé. Et en fonction de ça, vous allez adapter votre discours. Donc, on en vient à la préparation du pitch. Vous savez avec qui vous êtes, si vous êtes avec un RH ou si vous êtes avec un lead. Vous savez un petit peu ce que fait la boîte. Et vous avez la fiche de poste avec les missions. Vous avez les stacks techniques. Le but de cet entretien qui ne va pas finalement durer toute la vie, c'est d'être, et surtout en freelance d'ailleurs, si vous faites des entretiens freelance, c'est le plus important puisqu'il n'y en a qu'un, c'est de savoir où vous allez aller. Donc, je m'explique. Ok, Reprenez votre vie et pitchez votre vie, votre parcours, de manière synthétique, claire. Ça peut paraître facile, mais c'est assez compliqué. Donc, faites-le devant des gens ou faites-le devant le miroir. Faites-le en 2 minutes, en 1 minute et en 30 secondes. Donc, quand je vous dis en fonction de votre interlocuteur, si c'est un RH, appuyez plus sur qu'est-ce que j'ai appris tout au long de ça. Si vous êtes face à un CTO, par exemple, ne dites pas j'ai fait du Vue pendant 2 mois, on s'en fout que vous ayez vu. Surtout, essayez de faire une stack, exprimer votre expérience en fonction de la stack qui est dans la mission. Je ne sais pas si je suis claire, j'ai l'impression de ne pas être claire quand je parle. Si par exemple, c'est clair pour moi, mais vas-y, si tu veux reformuler, c'est clair, mais vas-y. si sur le React, si sur la fiche de poste, il y a marqué qu'il y a React, vous dites OK, alors moi j'ai fait ça, et rentrez en profondeur dans la technique et parlez de votre expérience en React. Combien vous avez fait d'années, comment vous avez fait, quel a été votre challenge. Et c'est important de conscientiser aussi tout ce que vous avez fait. Donc,
comment je l'ai fait, pourquoi je l'ai fait, avec qui je l'ai fait, mettre un vrai contexte technique, comment j'ai travaillé, quelles ont été mes méthodes, quelles ont été mes bonnes pratiques. Donc vraiment, voilà. Et surtout, ne pas se disperser, dire ah mais j'ai fait un peu de PHP avant, parce que on va vous tester. Si jamais vous dites ah oui j'ai fait du PHP, ah bah vas-y raconte-moi ce que tu as fait, et qu'en fait on se rend compte que vous avez fait 2 projets sur votre GitHub et qu'il n'y a rien à en tirer et qu'il va vous demander de vous montrer les projets, ne vous mettez pas en difficulté. Vraiment parler majoritairement de la stack qui vous est demandée sur la mission. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est quand vous prenez la fiche de poste, vous regardez du coup les projets, les missions, et vous faites un parallèle avec votre propre expérience. Comme si c'était naturel et ça coulait de source que votre prochaine expérience, c'était de faire ce poste-là, parce que il y a trop de coïncidences entre votre vie et cette fiche de poste et l'émission. Donc, voilà, essayez de faire ça fluide. Donc, ça, c'est le premier entretien. Après, il y a aussi une posture à avoir. Surtout que le premier, c'est vraiment ça peut aussi être assez éjectable si ça passe pas. Parce qu'en vrai, je t'ai dit que ça passait souvent, mais c'est pas vrai. Je pense que ça passe pas souvent, en fait. Enfin, c'est même pas, je pense, c'est Ouais, que ça passe ok. pas souvent. Il Et faut avoir une bonne attitude, il faut avoir des soft ouais, skills. ouais, c'est là où l'attitude elle joue beaucoup. Sur le premier, où tu vas vraiment donner une bonne impression, c'est là où il faut vraiment. En fait, c'est là que le pitch en fait, prend tout son sens, parce que c'est un pitch sur le message, mais aussi un pitch sur comment tu vas être en arrivant et comment tu vas être à Ouais. l'aise sur les premières minutes, quoi. Ok, À savoir que faut avoir le sourire. Un truc, par exemple, que je trouve hyper compliqué, c'est quand vous avez votre caméra qui est là. Et du coup, vous faites comme ça pendant l'entretien et l'autre voit que votre profil. Ça, c'est tout bête, mais c'est assez perturbant. Préparez des questions, au moins 5 questions avant l'entretien, avant chaque entretien. Le 1, le 2, le 3, le 4, il faut toujours préparer 5 questions différentes. Parce qu'à la fin de l'entretien, tous les entretiens, on va vous dire « Est-ce que tu as des questions ?» ouais, Si tu dis non, j'ai pas de questions, c'est vraiment. Ou si tu dis oui, j'ai une question et que c'est en rapport avec toi, genre est-ce que je vais avoir 3 jours de remote au lieu de 2 jours? C'est pas bon. Il faut vraiment avoir des questions pour échanger. Ce qui va faire la différence, en fait, c'est vraiment c'est passer un bon moment, en fait. Passer un bon moment et faites passer un bon moment à l'autre. C'est le but. C'est le but ok, parce que la personne va passer un entretien. C'est jamais très agréable de faire passer des entretiens quand on est dev. C'est pas forcément leur prédilection. Donc, faites-leur passer un bon moment. ok. Et en fait, j'ai plein de choses à dire, mais Non mais ouais, c'est un peu le mot d'ordre. Non mais carrément, tu peux carrément développer là-dessus sur faire passer un bon moment et l'attitude quelque part, parce que ça rentre dans la préparation aussi pré-entretien. Est-ce qu'on est encore dans le premier ou est-ce que tu veux qu'on déroule sur les autres et après que en tu fait, c'est un peu expliques en tout plus? aussi, hein. Ouais, Faut le sourire, il faut une bonne tenue. Mettez pas de costard cravate, mais mettez pas non plus de polo. Autre chose aussi, une fois que vous avez vu votre interlocuteur, je dirais qu'il faut aussi mettre en avant certains soft skills en fonction de votre interlocuteur. Si vous avez un lead, un CTO, c'est quelqu'un qui va vouloir que vous soyez à l'écoute, en écoute active. Donc, que dire à la fin? On y vient. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Je vous disais que en fonction il les faut, soft skills en fonction de l'interlocuteur. il faut que vous soyez synthétique, il faut que vous soyez clair. Et je pense que la soft skill la plus importante, c'est l'humilité. Surtout si vous êtes junior, c'est ça qui va faire du bien. Et c'est ça qui va faire la différence par rapport à d'autres profils un peu seniors. C'est que les seniors, ils ont moins cette humilité, et surtout en JavaScript, et ils n'ont pas cette volonté de bien faire. Et ça, c'est vraiment un point que vous pouvez mettre en avant de votre côté. C'est je suis OK pour apprendre vos méthodes et me calquer sur vos méthodes. Et pas venir comme une starlette à dire ça, c'est mes méthodes, c'est moi, je sais faire ça, je vais vous révolutionner votre entreprise. Venir avec de l'humilité et de la volonté et du dynamisme. Donc, ça, c'est vraiment les soft skills hyper importantes. Et l'écoute active. Parce que si jamais, surtout si vous êtes avec quelqu'un dans la technique avec qui vous allez travailler, si la personne se rend compte que vous avez mal répondu à la question, il va se dire bon, comment je communique avec lui si la personne n'arrive pas à... Et aussi autre chose, ne monopolisez pas la parole et ne coupez pas la parole. Vraiment, ça, c'est hyper important. Je parle pour tous les steps. Ouais, Il faut que ce soit un échange. Il ne faut pas que vous soyez autiste à ne pas parler et répondre que par oui ou par non quand on vous parle. Il faut que vous-même, vous arriviez à engendrer la conversation. Typiquement, un entretien qui se passe bien, c'est vous arrivez en entretien, vous dites bon, bah, bonjour, machin. Comment vous voulez qu'on procède? Est-ce que ça vous dit qu'on procède comme ça? Est-ce que ça vous va si je me présente et ensuite vous vous présentez? Prendre les choses en main sans non plus
faire à la place de l'autre, mais en tout cas montrer que vous êtes vraiment proactif dans votre entretien. Ça fait toujours plaisir, ça fait passer un bon moment. Il se laisse porter, vous vous laissez porter, c'est fluide. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais dire autre chose, ça va me revenir. Mais Alors, ouais, alors tu parlais en face du CTO, c'est super important d'avoir une écoute active, une belle humilité, tout ça. Dès que tu es en face j'imagine que tu voulais aussi parler des soft skills qu'on avait plus envers les recruteurs et peut-être les RH de manière générale. Alors là, encore une fois, il y a l'humilité et encore montrer que ça, surtout si vous êtes en profil de reconversion, c'est une vraie force. C'est montrer que vous êtes capable de communiquer avec différents interlocuteurs, pas que des devs. Que vous êtes capable de... Et ça va faire la différence, notamment si vous parlez à la RH et que vous arrivez à lui vulgariser correctement votre travail, que vous arrivez à être sympa, charismatique et synthétique. On va dire, ah bah ok, lui, je peux le mettre en contact avec des gens du marketing, je peux le faire évoluer dans l'entreprise. C'est quelqu'un... donc ça, c'est un vrai plus. Un autre soft skill à avoir, Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Ne pas critiquer la boîte. Ça, c'est hyper important. Je vous le dis parce que ça paraît normal, mais ça arrive très souvent que les devs critiquent la boîte. Si vous n'êtes pas d'accord avec les pratiques, si vous n'êtes pas d'accord avec le produit, gardez-le et vous me le direz en off. Vous me direz, écoute, je ne suis pas trop d'accord avec son produit, je vais arrêter le process. Mais vraiment, dire à la personne en face ou après par mail que son produit est nul ou que ses pratiques ne sont pas bonnes, c'est vraiment pas quelque chose à faire parce que vous allez vous griller auprès de cette entreprise et auprès de son réseau. Donc, ne le faites pas. Vraiment, c'est vous tirer une balle dans le pied. Est-ce qu'on peut élargir ça à, quoi qu'il arrive, même ne pas critiquer, même ses expériences d'avant ou les entreprises d'avant? Ça vient dans les no-go complètement. Ouais. Ça, à jamais. Et je reviens juste sur le truc de couper la parole, sinon je vais oublier. Quand vous avez une question en tête, ne coupez pas la parole pour dire ah, au fait, non. Vous prenez des notes, vous avez un cahier avant l'entretien. Et ça, déjà, ça fait toujours plaisir que la personne voit que vous avez un cahier, vous prenez des notes. Et à la fin de. Tu as des questions? Oui, on a parlé de ça tout à l'heure, je voulais éclaircir le sujet. Mais coupez pas la parole pour en parler. Et oui, effectivement, les choses à pas faire en entretien, du coup, puisque effectivement, parler en mal de son ancien employeur, c'est vraiment pas bien. Parce qu'on se dit, bon, du coup, cette personne est problématique. Même si votre ancien employeur est un con, c'est toujours... imaginez, on ne se connaît pas, je vous parle d'une très mauvaise expérience avec une copine, vous vous dites, c'est qui cette fille qui me parle de son trauma? Je m'en fiche, on se connaît que depuis 2 minutes. Pensez que la personne vous connaît que depuis 2 minutes. Hein. Désolée, je pars dans tous les sens. Mais quand je vous dis de synthétiser et en même temps d'être précis dans la technique, la personne ne sait pas ce que vous avez fait. Elle voit que ce qu'il y a sur votre CV. Donc, essayez d'être le plus clair possible et dites-vous, la personne n'est pas dans ma tête, elle n'est pas dans ma vie. Donc, il faut que je lui explique. Et ça, c'est dur. Souvent, on se dit ce que je sais. Et ça, c'est hyper dur de faire la différence entre ce que je sais et ce que les autres savent de moi. Mais les autres savent de toi ce que tu vas dire. Donc, vraiment, soyez clair quand vous vous exprimez. Et du coup, je fais le parallèle avec les no-go. Tu voulais dire un truc? En fait, avec ce que tu dis actuellement, mais du coup, je ne veux pas interrompre et j'ai pris des notes. Vas-y. De toute façon, c'est un flow continu. Donc, Ouais, t'inquiète. Mais ça va complètement avec ce que tu dis sur bien se préparer. Les gens ne vous connaissent pas. Il y a beaucoup de reconvertis chez Modulo. Il y a beaucoup de personnes qui ont une expérience, qui ont eu une ou plusieurs expériences auparavant qui n'étaient pas forcément liées au dev. Est-ce que tu as des conseils pour justement, dans le pitch, pour mettre en avant certaines expériences que tu as fait, parce qu'il y a une vraie richesse dans la reconversion? Complètement. Est-ce que tu as des conseils justement pour mettre en avant cette reconversion, pour bien la pitcher, parce qu'il y a un petit risque que ce soit trop long si on veut aller trop loin, mais en même temps, parfois c'est important de montrer d'où on vient, la petite logique derrière le fait de vouloir passer dans ces métiers un peu plus techniques. Écoute, c'est une question de Thibaut en plus, donc ça me permet d'y répondre. Donc, c'est des tips ou des bonnes pratiques autour de ça, de la reconversion et le pitch? C'est hyper intéressant et le double tranchant, c'est que ça peut faire peur s'il y a eu trop d'expérience avant. Alors, Le but, c'est vraiment d'expliquer pourquoi vous l'avez fait et ce que vous en avez appris et pourquoi vous êtes arrivé. Parce que souvent, les profils en reconversion, c'est pas j'ai fait quelque chose puis je suis devenue dev. Souvent, c'est j'ai fait ça et j'ai fait ça et j'ai fait ça et j'ai fait ça et j'ai fait dev. Donc, ça peut faire un peu peur parce qu'on se dit, la personne ne sait pas où elle a mal, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut faire de sa vie. Mais du coup, le but dans ça, et peut-être que d'ailleurs, ce n'est pas le cas, ça se trouve, vous avez fait qu'une seule chose avant, on va faire tous les cas de figure. Si vous avez fait plusieurs choses, si vous avez été peintre en bâtiment, puis vous avez été hôte d'accueil, puis vous avez fait boulanger, puis vous avez fait, bref, dev, expliquez pourquoi vous l'avez fait, ce que vous en avez tiré dans votre maturité professionnelle. Parce que finalement, c'est ça la richesse de la reconversion, c'est que
cette expérience-là vous apprend vous donne des clés, que ce soit intellectuel, psychologique. Il y a plein de clés qu'on va vous offrir, donc, que vous allez gagner grâce à vos expériences. Expliquez lesquelles vous avez eues et pourquoi vous avez changé de projet après. Pourquoi? Quel a été votre changement mental? Ça, vous l'expliquez en 30 secondes. Vos 15 ans de vie, il faut les réduire en 30 secondes. Si c'est trop long, oui. Si c'est trop long, la personne en face va se dire mais pourquoi il est dev alors? Parce que j'ai l'impression qu'il veut m'écrire un roman sur sa vie d'avant. Pourquoi il est là? Donc, vraiment j'ai fait ça parce que je faisais ça, du coup, j'ai appris ça. Bon, 1 minute, en vrai, 30 secondes, j'abuse, vous pouvez le faire en 1 minute. Mais il faut que en gros, en ratio, il faudrait, admettons que ça fasse 1 minute ce que j'ai fait avant. 30 secondes, pourquoi je suis devenue dev, expliquer en profondeur pourquoi finalement dev aujourd'hui et pourquoi je l'ai intégré dans ma vie et je compte l'intégrer longtemps, parce que c'est ça qui fait peur aussi avec les profils en reconversion, c'est qu'on se dit, ok, je l'embauche en CDI, mais peut-être que dans 2 ans, il y a un truc qui lui pète, il veut devenir chanteur. Donc il faut ou autre chose. Donc il faut vraiment expliquer bien pendant 30 secondes pourquoi et quelle capacité, quelle qualité vous avez acquis dans votre vie d'avant, dans votre vie, en fait, il n'y a pas de vie d'avant, dans vos anciennes expériences qui pourront être bénéfiques dans votre travail d'aujourd'hui. Voilà. Ok. Pas si facile que ça à faire. Et du coup, est-ce que tu préconises, quand tu as pas mal d'expériences, peut-être de pas tous les citer, ou t'es mieux de faire un parcours complet qui brosse un peu toute ta vie, quitte à le faire rapidement, ou t'es mieux de choisir certaines expériences qui t'ont particulièrement marqué dans ton passé, quitte à en occulter certaines? Je pense que c'est mieux de faire quelques expériences qui ont le plus marqué. Effectivement, parce qu'on est quand même en entretien d'embauche. Cette partie avant, elle est hyper intéressante, mais on n'est pas dans un café en train de papoter. On est sur un entretien d'embauche qui dure que 30 minutes. On a beaucoup de choses à raconter. Donc ça, je pense que c'est si vous êtes embauché, votre richesse, vous en parlerez avec vos collègues après. Là, c'est bien effectivement, comme tu dis, de prendre certains points qui ont été marquants. Par exemple, j'ai fait un master en philosophie, puis finalement, c'est peut-être pas forcément indispensable. Ou dire « Ah, mais j'ai été serveur pendant 1 an à Londres », c'est peut-être pas indispensable non plus. Donc, pas tout dire, mais en tout cas, dire ce qui vous a le plus marqué. Surtout qu'en plus, si vous dites tout, ça va être enquiquinant quand vous allez devoir préparer votre pitch, de dire « Ok, ça, qu'est-ce que ça m'a appris ?» en rapport avec... Donc, faites au plus simple. Pas d'ennuyer son interlocuteur. C'est ça le challenge. Ouais, ok. Donc, en fait, toujours avoir cette montre en tête de se dire, faut que tout le monde passe un bon moment. Donc, et qu'il y a un fil conducteur, qu'on s'y perde pas. Donc, quelque part, que le pitch, il soit logique, il nous permette d'arriver à où est-ce qu'on veut aller, aujourd'hui, pourquoi je suis là, et pourquoi ça peut durer dans le temps, et pourquoi l'entreprise a intérêt à m'embaucher parce que je vais rester potentiellement longtemps avec elle. Ok. Il y a des questions qui émergent sur les questions de fin d'entretien. Je te propose, vu que là, on est encore un peu dans le premier entretien de découverte, où il y a le premier pitch, tout ça, de parler un peu de l'attitude qu'on doit avoir et c'est quoi les bons signaux pour un recruteur dans le premier recrutement, parce que c'est le premier, mais de manière générale, la bonne attitude à avoir. Tu en as déjà un petit peu parlé, évidemment, avec le sourire, avec le bon pitch, avec le bon moment. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à mettre en avant? Et parler des questions de fin d'entretien. Par exemple, Capucine a dit à propos des questions, l'interlocuteur a déjà répondu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis un peu perdu? Et il y a aussi Stella qui avait dit, alors désolé si j'écorche un peu ton nom, Buntoen, qui a dit que la dernière fois, il a posé une question un peu plus personnelle au responsable de l'équipe dev sur la pression dans l'équipe. Donc peut-être une question qui peut... Ah oui, non, il ne faut pas demander, oui. Ouais, il y a des questions à pas demander et il y a des questions à demander. Je te laisse répondre comme tu veux, soit sur les questions, soit sur l'attitude, mais je pense que c'est deux points importants. Alors, à la fin, les questions qui sont top à poser, c'est pour ça qu'il faut préparer son entretien et regarder l'entreprise, parce qu'il y a forcément des points que vous n'allez pas aborder. Comme par exemple, j'ai vu que vous aviez fait une levée de 10 millions, quelle va être votre roadmap sur l'année? Combien vous êtes dans l'équipe dev? Sinon, tu peux poser, tu vois, des questions plus personnelles et pas est-ce qu'il y a la pression dans l'équipe? Parce que moi, si tu me dis est-ce qu'il y a la pression dans l'équipe, je me dis c'est quoi cette question bizarre au premier entretien? Est-ce que ça veut dire qu'il ne gère pas la pression? Est-ce que j'ai l'air d'être une fille qui met la pression? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne gère pas du tout la pression parce qu'il me l'a quand même demandé? Enfin, cette question n'est pas trop... il faut vraiment tourner les questions de manière positive. Si tu veux faire un truc plus personnel, tu peux dire et toi, ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise? Pourquoi tu aimes cette entreprise?
Vous avez rencontré combien de développeurs jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que vous attendez du développeur idéal? Ou sinon, voilà, comment vous vous organisez en interne? Comment vous vous êtes formé? Quels sont vos projets à venir? Quel squad travaille sur quelle mission? Poser des questions soit organisationnelles, soit des questions plus se projeter sur la vision. Et là, je pense que c'est le moment où vous pouvez mettre en jeu votre maturité professionnelle et faire des questions pertinentes avec vos anciens postes et pour montrer que vous êtes curieux et que vous êtes ouvert d'esprit. Si par exemple vous étiez dans le bizdev avant, faire une question en rapport avec ça. Si vous étiez dans le market, faire une rapport, enfin, essayer de faire des, vous voyez, montrer que Ouais. juste vous êtes un élément dans l'entreprise qui va apporter des choses, que vous allez apporter avec votre expérience et votre curiosité, vous allez développer la vision de l'entreprise. Donc, adaptez vos questions en fonction de vous. Ça, c'est un énorme tips, ça, justement, pour les reconvertis. Comment indirectement mettre en avant ce qu'on a pu faire avant, c'est super de poser des questions qui sont en lien. Euh, j'ai une petite question quand tu as dit poser cette question-là en premier entretien, ça fait tilt. Est-ce qu'il y a des questions que tu peux te permettre de poser au fur et à mesure des entretiens? Je veux dire, pas de cet entretien-là, mais dès que tu passes au deuxième ou troisième, est-ce que tu peux te permettre d'aller un peu plus loin dans les questions parce que bah, tu connais déjà un peu plus le process. Enfin, est-ce que c'est comme ça ou de manière Par générale, exemple, bah, tu vois, tu as dit si tu poses la question sur la pression en premier entretien, c'est no go. Mais est-ce que tu peux il pas faut la tourner, commencer à... De il faut quoi? la tourner, cette question. Tu peux pas dire est-ce qu'il y a la Ouais, pression dans votre entreprise. Tu peux dire parce que tu vois, si tu dis aussi quels sont vos horaires, on va dire bon, ok. Bah, sinon, que disent vos employés de la qualité de vie au travail? Mais il faut essayer de tourner de manière vraiment positive et curieux de tiens, je me demande ce qu'il y a derrière la porte. Parce ouais, qu'en plus, vous partez avec, c'est une question fermée. Essayez de faire des questions ouvertes. Est-ce qu'il y a de la pression au travail? Bah, tu réponds par oui ou par non, c'est une question fermée. Donc plutôt comment envisage ouais. il faut essayer de faire le maximum de questions ouvertes si vous voulez faire des questions sur l'entreprise. Je ne sais pas si c'est clair, si vous voyez ce que c'est les questions ouvertes. Enfin, je pense que vous voyez ce que ça veut dire, mais n'hésitez pas si vous ne voyez pas ce que ça veut dire. Ok. Non, non, ça c'est super intéressant et j'avais lu quelque chose. Alors par contre, ça, je sais pas si c'est vrai, mais du coup, ça, je résiste pas. C'est est-ce que c'est un vrai bon tips de faire des questions où tu t'intègres dans la question? Par exemple, quelle serait une de mes journées de type quand je Oui, serai c'est une bonne business question. developer? Pas quand Tu je serai, vois? mais plutôt quelle est la journée type d'un développeur. Si moi, par exemple, je suis dans votre équipe, quelle serait ma journée type? Et c'est bien aussi c'est ça l'humilité aussi, c'est de dire utiliser vraiment beaucoup de conditionnels quand même pour pas faire Ok, la personne déjà qu'elle est employée. Mais non, bien sûr, c'est important de savoir quelle mission. C'est ce que je te disais aussi, l'organisationnel, savoir comment ça se passe. Oui, c'est ça, ouais. Une journée type, comment vous êtes organisé par squad. Les questions à pas poser et les ouais, questions qui ok, vont venir au fur et à mesure. Typiquement, le salaire, non, on n'en parle pas. Le salaire, ça va finir par venir sur la table et c'est lui qui va vous le dire. C'est lui qui va ok, vous poser la question. Alors, qu'est-ce que tu veux comme salaire? Mais n'engendrez jamais la question du salaire. C'est lui qui va poser la question. Parce que vous allez être payé de toute façon. En France, c'est tabou. Donc, laissez-lui poser la question. Et ensuite, vous répondrez. Si premier entretien, vous parlez du salaire. Ensuite, remote, ça, c'est une question à poser, je pense, après le deuxième entretien. Premier entretien, c'est sûr qu'il ne faut pas parler de remote parce que ça va. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai un candidat qui a vraiment touché l'ego de mon client. Il voulait lui faire une offre et ça a touché son ego. Donc, enfin, il voulait lui faire une offre. En tout cas, il était bien avancé et ça a fort ouais, influencé. ok, Les autres questions, bah oui, ne pas critiquer son employeur. C'est typiquement ne pas être négatif, ne pas être trop. Ça aussi, c'est le cas de beaucoup de profils en reconversion, ne pas être avec le syndrome de l'imposteur. Et je pense que ça vous parle, ne pas se dévaloriser. Une fois de plus, la personne ne sait pas ce que vous avez fait en fait. Souvent, les gens, ils ont tendance, je dis les gens, et c'est pas que les profils en reconversion, c'est souvent les devs, et souvent tout le monde, hein, moi aussi je le fais, on a tendance à expliquer son expérience. Et forcément, quand on fait des choses, quand on fait des projets perso ou ailleurs, bah, c'est pas comme ça, forcément c'est comme ça. Et on a tendance, quand on raconte notre succès, à dire ouais, mais là j'ai galéré. Puis après, il y a eu ça, mais en fait, j'ai galéré. Mais bien sûr, on galère tous, mais juste dis bah, j'ai fait ça, il y a eu ça comme truc qui m'a permis de réussir et j'y suis arrivée. Parce que souvent, et encore plus, les profils en reconversion ont tendance à parler 30 minutes de pourquoi ils y sont pas arrivés
et 2 secondes de finalement j'y suis arrivée. Et en fait, Ok, finalement, ouais. tu arrivé. Donc dis-le au lieu de. Parce qu'on va se dire, ok, d'accord, la personne n'a vraiment pas confiance en elle, ça, c'est pas quelque chose à faire. Aussi, un truc basique, ne pas dire ouais, mais dire oui. Une attitude quand même assez. Genre là, comment je vous parle aujourd'hui, il faut pas parler comme ça en entretien, il faut être beaucoup plus. Il faut être beaucoup plus. Non, mais là, c'est échange informel, donc c'est normal. C'est normal. Oui. Mais non, il faut vraiment bien se tenir, bien s'habiller et puis avoir une bonne. Parler correctement, quoi. Parler correctement. Ok. Il y a, bah, du coup, on peut enchaîner là-dessus. C'est qu'il y a Stella sur ce sujet des questions. Bon, là, t'étais reparti sur l'attitude, mais le sujet des questions, Stella demande elle a déjà demandé plusieurs fois, comment les juniors sont mentorés dans l'entreprise. C'est un sujet qui est assez important pour les développeurs juniors, notamment bah, qui veulent pas se retrouver solo. Mais on lui a dit que ça pouvait être mal vu. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté, Elise? Et si c'est mal vu, comment on peut poser la question indirectement, enfin d'une manière un peu différente, pour pas se griller? Est-ce que c'était là quand tu dis c'est mal vu, tu penses que c'est mal vu parce qu'on va se dire ah mais ça veut dire qu'elle a besoin d'être mentorée et qu'elle n'est pas autonome. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Je te laisse répondre dans le chat, Stella. Du coup, elle a besoin d'un mentor, elle a besoin de. Ouais. En fait, tu es junior, donc bien sûr que tu vas avoir besoin d'un mentor. Tu peux dire comment est constituée l'équipe, comment s'organisent les deliveries, comment en tant que junior, je serai positionnée par rapport à l'équipe, avec quels collaborateurs je vais travailler, combien de devs, quels sont leurs niveaux d'expérience. Et n'hésite pas à jouer carte sur table. Vous vous en doutez, je suis junior, je suis autonome. Si jamais, et justement, ça va montrer que tu es quelqu'un qui est dans la communication et qui demande à l'aide quand tu as besoin d'aide. Si jamais je suis amenée à avoir. Et puis de toute façon, on va t'onboarder, donc il n'y a pas de souci. Donc, faut pas être focus, c'est la vérité. Mais je joue carte sur table. Vous savez que je suis junior. Je suis autonome sur la stack. Mais il va y avoir des moments où sans doute je vais avoir besoin d'aide, enfin besoin de poser des questions. À qui je me référerai, tu vois. Et sois sincère, de toute façon, on le sait, on n'attend pas de toi que tu sois senior, puisque tu deviendras senior dans 4 ans, tu vois. Donc, tout le monde commence quelque part, et il ne faut pas être hypocrite. Mais c'est vrai Ouais, que cette question, selon comment tu la poses, on peut se dire, bon, en fait, elle ne sait pas travailler toute seule, elle a besoin d'un mentor. Donc, voilà, faut ok. l'amener et il faut juste dire la vérité et mettre un contexte. En fait, toutes tes questions, quand tu les poses, c'est toujours ce problème-là de ce qui se passe dans ta tête et ton schéma de pensée, l'interlocuteur ne l'a pas. Donc, contextualise tes questions. Parce que souvent, tu vas te rendre compte qu'en contextualisant ce que tu avais dans ta tête, ça passe beaucoup mieux. Parce que je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, on pense à A, B, C, D, et à la fin, on va dire D, et la personne va dire, putain, mais ça tombe d'où ce D? Alors que si tu dis bah, A parce que B, parce que C, il va dire, bah oui, c'est vrai. Donc, c'est beaucoup mieux amené, tu passes beaucoup plus, tu es humaine, tu es sincère, et justement, on va dire, en plus, elle a réussi à me délivrer son chemin de pensée, c'est quelqu'un qui communique très clairement. Donc, Donc ça, c'est un vrai truc, en fait. Dans les entretiens, enfin, en plus de faire passer un moment, cette logique, enfin, travailler, en fait, quelque part, c'est un peu le pitch global qui peut durer une demi-heure, mais cette logique d'arriver bah, dès que tu veux dire quelque chose, il faut que ça ait une logique pour pas que le recruteur soit perdu. En fait, il faut l'emmener, quoi. Il y a un oui, petit c'est bien. côté prise par la main, quoi. Après, attention, une fois de plus, à pas monopoliser la parole. Moi, je dis souvent aux candidats, tu réponds 30 secondes. Si tu réponds plus de 30 secondes, il faut aussi être à l'écoute du langage non verbal de votre interlocuteur. Si vous voyez qu'il s'ennuie, en fait, ça se voit. Donc, il faut que vous le saisissiez et que vous Ok, coupiez court. Après, le plus important, je pense, parce que là, on parle surtout des entretiens un peu pas techniques, mais soft skills avec les gens, votre charisme. Et finalement, c'est ce que vous allez mettre en avant en tant que junior. Mais il faut justement, en tant que junior, que vous montriez que vous avez compris ce que vous faites techniquement. Il faut être vraiment très clair quand vous expliquez. Ce que je disais tout à l'heure, vous avez fait ce projet, pourquoi vous l'avez fait, comment vous l'avez fait, quelle méthode vous avez utilisée, quels problèmes vous avez rencontrés, quelles réussites vous avez rencontrées. Expliquer, pas que ah bah, j'ai fait une migration sur ça, ça, ça. Expliquer le contexte. Ce qui est vraiment important, c'est de contextualiser sans manger le temps de parole. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est faisable. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner devant le ouais, faut miroir. Il faut se... s'entraîner. Ouais, c'est faut l'importance de préparer. l'entraînement, ouais. Ok. Donc, en fait, tu conseillerais, pour tous les développeurs qui sont là, de reprendre leur expérience de développeur, qu'elle soit, alors, tu vois, peut-être en parler, le fait que, vu qu'il n'y a pas forcément d'expérience professionnelle,
en stage, en alternance, mais peut-être même parler des projets pro qui ont été Ah faits oui. en tant que dans les écoles et reprendre ce projet pro et le redécortiquer en expliquant pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça. Essayer de synthétiser ça bien pour qu'en 30 secondes, le message y passe nickel, quoi. Après, j'imagine aussi que vous avez des GitHub et que vous faites des projets perso. Donc là, une fois de plus, comme vous n'avez pas beaucoup d'expérience professionnelle, c'est bien de dire je fais ma veille ici, par exemple. J'ai fait ça comme projet sur GitHub. Je suis dans tel. Expliquer aussi votre environnement de dev, à quel point vous êtes impliqué dans cette communauté de dev et dans ce nouveau. Montrer que justement vous vous êtes reconverti, mais c'est pour une bonne raison et qu'il y a la curiosité qui va avec. Que vous vous êtes laissé embarquer, que vous êtes vraiment investi dans le dev. Ah, c'est le moment de parler de Modulothèque. C'est parfait. Une petite communauté. Alors, on a parlé du premier entretien. Euh, une fois qu'on a passé ce premier entretien, donc ça se passe bien, comment on prépare le second et comment on prépare le second et quelle attitude il faut avoir dans le second? Je pense qu'il y a pas mal de points qui se recoupent avec le premier, mais qu'est-ce qu'il faut changer et où est-ce qu'il faut creuser? Il n'y a pas de secret le second. En fait, là, ce que je vous disais, de toute façon, c'est 1, 2, selon la personne que vous avez. Le second, il n'y a pas de secret. Vous êtes bon, vous êtes nul. En fait, c'est tout. Le deuxième, c'est la technique. Donc, il n'y a rien à préparer. Il y a faire des entretiens, s'entraîner. Donc, c'est-à-dire faire des exercices d'algo, faire. Il faut coder tous les jours. Attendez, parce que j'avais fait, en plus, ne bougez pas, je retrouve mes petits conseils de préparation. Ça, c'est une question que tu pourrais poser, toi. Est-ce que tu codes tous les jours à un développeur junior? De toute façon, ça se voit vite. Je vais sur son GitHub, je regarde, je vois s'il est dans les Slack, je vois s'il est dans les Twitter, je vois s'il est dans les Meetup. Alors, faites de la veille. Ça, c'est comme ça que vous préparez un bon entretien. Et puis, faire des exercices d'algo, faire des résolutions de problèmes. Moi, ce que je ferais en sortie de reconversion, c'est vraiment faire. Parce qu'après, ça, c'est une autre question. Après, là, on parle que des entretiens, pas du après. Mais du coup, voilà, comment bien préparer son entretien. Relisez. Autre chose aussi, pardon, qui est important de faire pour le deuxième entretien, lisez un petit bouquin en anglais, parce que souvent, on vous teste sur l'anglais. Donc, lisez à voix haute ou regardez une série en anglais, si Ok. vous êtes pas à l'aise avec l'anglais. Parce que là, en JavaScript, le marché exige l'anglais. Donc, je dirais que j'ai un poste sur 10 qui n'exige pas l'anglais. Et comment tu testes en anglais? C'est quoi? Comment ça? Tu switches en anglais directement la conversation ou tu... Ouais? Ok. Ouais. Souvent, les gens font ça. Soit ils sont cool et ils disent est-ce que tu parles anglais? Oui, non. Ok, je te crois. Ou soit ils vous posent une question. Ce qu'il faut, c'est savoir répondre baragouiner. Avec un accent, c'est pas grave. Avec des fautes, c'est pas grave. Mais le truc à pas faire, c'est ne rien dire. Et non, je peux pas. Je peux pas. Bah là, c'est fichu. Là, l'entretien, c'est fini. Parce que typiquement, tu peux aussi avoir le vocabulaire anglais. Tu sais, connaître juste les vocabulaires très spécifiques du dev en anglais et pas savoir parler anglais. Il faut savoir au moins faire une phrase. Ok. Ok, ok. J'ai une fois J'ai des sur fois, deux. Ok. en anglais. Ouais. Ah Qui bah, nous passe souvent des entretiens en anglais. Parle-moi de ton dernier projet dev en anglais. Bah écoute, t'as pas eu de chance. T'as pas eu de chance, mais ça, c'est à prévoir aussi. Il faut pitcher en mais anglais sa vie. bah, limite un projet où, ouais, comme tu dis, le premier pitch, l'écrire en anglais et puis l'apprendre, quoi, pour pouvoir au moins s'en sortir avec certains mots et être à l'aise, quoi. Et Anthony, je vois que tu dis, alors les GitHub, j'ai eu un seul recruteur qui l'a regardé sur la dizaine que j'ai pu avoir. Moi, je regarde tout le temps les GitHub. Et c'est hyper démonstratif. Enfin, ça montre ton implication et je la montre aux entreprises. D'autant plus que souvent, après, on échange dessus. Tu me dis, bah, sur mon GitHub, ce repository, ce que j'aime bien. Et là, on peut jeter un coup d'œil, en fait, directement sur ton travail. S'il n'est pas en privé, on peut vraiment... c'est un témoin de ton travail. Donc, Ok. GitHub, c'est bien. C'est une preuve, en fait, hein, parce qu'on voit en plus tous les jours, tu as participé. Donc, moi, je fais beaucoup plus confiance aux gens qui ont un GitHub vert et qui ont moins d'expérience que... Enfin, je dis ça, mais après, on fait passer des tests techniques aussi avant d'envoyer. Donc... Mais voilà, deuxième entretien, c'est la technique. Tu te feras griller si vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas bon. Et c'est tout. Et, et donc là, tout à l'heure, tu voulais enchaîner sur un point qui te semblait important pour les reconvertis. Qu'est-ce que tu ferais à leur place? Euh, Tu je voulais enchaîner. regarde juste Anthony, je suis d'accord sur le principe, mais en réalité, c'est assez rare.
Bah, c'est que c'est pas des bons recruteurs. À quel moment de ton parcours pro as-tu été amené à pratiquer ton anglais? Et qu'est-ce que tu as répondu alors? Et qu'est-ce que tu me... Alors, tout à l'heure, tu voulais enchaîner, tu disais que c'était pas forcément le moment pour le second entretien, qui était un test technique, mais tu disais, tu avais un conseil pour les reconvertis, tu disais, bah, à ta place, à la place des reconvertis, moi, je ferais ça, et tu dis, c'est pas forcément le moment d'en parler, parce que Parce que c'était, c'est pas préparation d'entretien, c'est plutôt parce que j'avais fait un webinaire sur post-reconversion, les meilleures pratiques en fait. ok. Mais que vous avez Ah déjà bah. fait un webinaire dessus. Ouais, ouais, mais par contre, si t'as le lien du webinaire, carrément chaud pour le partager à la communauté. Bah, c'était un live aussi. Donc, Peut-être sur Livestorm. Livestorm, normalement, tu peux tous les avoir après en poste, mais ok, ok. mais en gros, c'est faire du freelance, se former à fond sur les technos, mais pas se disperser surtout. Si vous faites du Node et du React, ne pas vous dire, OK, bah, je vais aussi faire du C#, je vais faire... Non, faites 2 technos, c'est déjà largement suffisant. Et soyez précis sur les technos que vous faites. Et acceptez toutes les missions freelance possibles, parce que souvent, on ne va pas vous prendre en CDI en première année. Ce qui va faire en sorte que vous serez pris en CDI en première année, c'est que vous avez une bonne attitude, vous êtes sympa, vous êtes cohérent, vous êtes humble, vous êtes motivé, vous êtes technique, vous êtes exigeant. Vous montrez que vous travaillez de votre côté. Donc, un bon GitHub, un bon résultat au test technique, un bon réseau. Voilà. Ok, tout simplement. Tout simplement. Non, c'est la galère Après, JavaScript, c'est moins dur. Mais Ruby, parce que je chasse aussi sur Ruby, c'est très, très dur. Souvent, on a 2 ans de traversée du désert avant d'avoir le premier CDI. Je compare ça un peu Ouais. à médecine. Donc, Et quand tu parles de freelance, moi j'ai souvent entendu des recruteurs, et franchement, je n'ai pas qu'un seul, c'est pour ça que je te le dis, euh, qui me disaient 1 an d'expérience freelance, pour moi, ça vaut 0,5 années de CDI. À oui, cause, tu vois, des moments entre les deux, des petits moments de blanc et tout. Est-ce que c'est vu comme ça, toi aussi, de ton côté, ou pas? Parce que moi, j'ai du mal à conseiller aux juniors de faire du freelance directement, ouais, parce qu'ils maîtrisent pas encore, potentiellement pas encore assez leur art du code, ouais. et ça peut être un peu casse-gueule. Mais toi, tu le conseilles parce que tu penses que c'est un bon moyen de démarrer? En fait, non, mais mieux vaut faire du freelance que rien du tout, en fait. Si Ouais, personne ne te prend en CDI, bah, fais du freelance. Et pourquoi c'est mal vu d'avoir fait du freelance? Mais c'est toujours mieux vu d'avoir fait du freelance que rien du tout, hein, je le rappelle. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire du freelance. Parce qu'en CDI, tu es dans une équipe. En CDI, tu vois des projets de A à Z. En CDI, tu as des bonnes pratiques d'entreprise, en fait. ouais, Tu vas vraiment travailler en équipe. C'est ça que les gens veulent voir. C'est ça que tu gagnes en CDI, c'est que tu sais travailler en équipe, surtout en tant que dev. Tu sais montrer ton travail, tu sais être rigoureux sur tes rendus. Et en freelance, on ne connaît pas vraiment la qualité de tes prestations. On va se dire, bon, OK, il avait 2 mois d'expérience, on lui a confié un site internet. Ça vaut rien. Donc, mais ça vaut beaucoup plus que de rien faire. Donc, c'est hyper important. Déjà, ça va vous faire des sous et surtout, ça va vous faire la main. Donc, servez-vous. ouais. Et en plus, des fois, il y a des missions freelance où vous allez être avec d'autres gens. Donc, c'est On va important pas de faire du... hésiter. Privilégier le CDI si c'est possible, mais le freelance, c'est pas négligeable. Non. Euh, alors, j'ai 2 autres questions qui enchaînent là. C'est le troisième entretien sur la review de code ou rencontre de dev, comment le préparer et pareil, quelle attitude avoir? Est-ce qu'il y a des points précis à mettre en avant? Et flûte, j'ai un trou sur le deuxième. Bon, vas-y, on peut partir là-dessus, ça va me revenir. Là, c'est te rappeler ce que tu as fait et être clair et conscient de tes erreurs et de tes réussites et expliquer une fois de plus ton cheminement de pensée quand tu as codé, sans faire le syndrome de l'imposteur une fois de plus. Ah là, je me suis complètement foirée. Déjà, à partir de cet entretien-là, si vous avez réussi à faire le review du code, vous pouvez être plus détendu parce que le plus dur est passé. Le 1 filtre est passé, le 2 tech est passé. Là, on est sur une review. Donc, c'est vraiment voir comment vous communiquez, comment vous avez saisi vos erreurs. Là, c'est l'occasion de montrer que vous êtes smart. Je ne sais pas si c'est clair, que vous avez... Et aussi, c'est une manière d'écouter. Là, c'est le moment de montrer que vous êtes à l'écoute et que oui, vous avez une vraie écoute de ce que le CTO ou le lead va vous dire, que vous l'avez compris, et justement poser des questions pertinentes. Donc là, c'est vraiment l'occasion de vous mettre en lumière vos vraies capacités techniques, en fait. En Alors, plus des quand... les soft skills Pardon. qui sont rapportés aux hard skills.
Ouais, ok, désolé, je pensais qu'elle avait fini. Quand tu dis montrer que qu'on est smart, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que c'est là, t'as parlé d'écoute active, ça en fait partie, j'imagine. Mm. Euh, c- est-ce qu'il y a des manières de, enfin, est-ce que tu as des conseils pour ça, pour vraiment, justement passer ou en tout cas faire ressortir le côté smart qu'on a en nous? Et est-ce que typiquement, moi, il y a un truc qui me vient en tête, c'est que tu as fait un test technique et que le troisième entretien, il est après. Est-ce que tu refais le test technique chez toi ou est-ce que tu creuses certains Totalement, points ou tu vois, carrément, qu'est-ce ouais. que tu conseilles? S'il y a un moment où tu as bloqué, dire après, ah bah là j'ai bloqué, après j'ai regardé sur Internet quand c'était fini, j'ai vu ça, 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 ça. Et smart, je pense que tu l'es ou tu l'es pas. Faut être vif, faut montrer que ah oui, tu m'as dit ça. Ah oui, c'est être rapide en fait, être rapide de connexion et surtout pas être lent. Genre, je te pose 4 fois les mêmes questions, tu m'as répondu 4 fois, mais je te repose les mêmes questions. Alors attends, Tony, par rapport au dernier live, j'avais noté plusieurs éléments. Un recruteur est sensible à des articles qu'on peut écrire au blog et nanana. Est-ce que ça vaut la peine d'en parler lors d'un entretien? Je sais pas, ça dépend ce que c'est la pertinence de tes articles. Ça dépend de la pertinence de tes articles. Si c'est le moment d'en parler, si le sujet vient, oui. S'il te demande comment tu fais ta veille et comment tu t'occupes, oui. Sinon, Avoir un blog lié au dev ou s'exprimer régulièrement sur LinkedIn, ça, un blog lié au dev, oui, c'est bien, tu peux le dire complètement. ouais. Ok, ok. Et en revenant un peu sur ça, tu vois, quand je t'ai dit, bah ouais, par exemple, tu t'as bloqué sur certains points pour un test technique. Donc après, quelque part, le fait de le refaire, ou en tout cas de regarder les points où tu as été mauvais, et comme ça, pendant la période de review, tu dis, bah ouais, mais en fait, j'ai vu que j'avais pas été bon, donc du coup, j'ai creusé ce sujet-là, j'ai Ouais. pensé à ça, ça, clairement, ça te met vraiment en avant. J'ai envie de partir un peu sur ce thème-là, de la préparation et du post-entretien. Qu'est-ce que tu fais avant l'entretien? Est-ce que tu envoies des mails pour bien préciser? Tu envoies un mail à J-1 en disant bonjour, merci pour demain, voici mon GitHub à jour, voici mon portfolio. Est-ce que tu fais ça? Est-ce qu'en post-entretien, à J+1 ou juste après l'entretien, tu fais bah voilà, ça c'est les points importants que j'ai notés pendant l'entretien pour montrer que tu as une écoute active. Est-ce que tu as des Mhm. tips comme ça à faire? Est-ce que ça te met vraiment en avant par rapport à d'autres? Enfin, qu'est-ce que tu conseilles un peu autour de l'entretien? Pas en direct, mais un peu les bonnes pratiques pour ça. C'est vrai que c'est un super bon point d'envoyer un mail après entretien, de dire ça ou de dire ah bah tiens, ça c'est mon projet. Ou, et, et ça joue. Parce que si en entretien vous avez dit ah mais moi j'ai fait tel projet, mais que vous n'avez pas pu les montrer ou qu'on n'avait pas le temps, et ben, envoyez-les tout de suite après, en fait. Envoyez un mail en effectivement remerciant l'entretien, synthétisant ce qui s'est passé à l'entretien et en montrant les projets parallèles qui se rapportent à la conversation que vous avez eue. Pas un truc hors sujet dont vous n'avez pas parlé, mais un sujet effectivement dont vous avez parlé. Mettre les projets en rapport. Complètement. Très bonne idée. Ça mettra beaucoup de points de votre côté. Ça va montrer que vous êtes rigoureux, en fait, et que vous êtes intéressé par le poste. Ouais. Et ça montre pas mal le soft skill finalement, parce que c'est de l'écoute active, le fait d'avoir su prendre des notes et resynthétiser. Tu vois, Anthony, tu parlais du blog. Peut-être que c'est le moment, tu vois, en pré-entretien, dire bah voilà, j'ai aussi un blog ou post-entretien, j'ai aussi un blog. Carrément. Ça peut être pas mal. Mm, mm. Euh, Flûte, j'ai encore perdu le fil. Moi, on me conseille de réseauter avant de commencer le bootcamp et ça a été l'une de mes meilleurs conseils que j'ai reçus. De réseauter, tu veux dire, c'est-à-dire d'aller sur les meet-up, enfin, c'est toujours bien de réseauter. Tu vas sur des Slack, tu vas sur des Discord, tu rencontres des gens. Les communautés de dev sont vraiment bienveillantes, donc complètement. Réseaute, ça va te mettre en contact avec plein de gens, ça va te donner des conseils. Pour le coup, c'est comme ça que tu progresses, surtout en tant que dev, c'est en échangeant avec les autres. Donc, Ok. et puis, Oui, j'avais pas vu l'heure. En fait, il est 14h58. N'hésitez pas, on va prendre vos ah oui, questions plutôt que. C'est passé super vite. Euh, on va prendre plutôt vos questions si vous en avez dans le chat. Je sais qu'il y a est-ce plus qu'on a de temps qui parlé de passe. tout L'attitude en entretien, on a quand même pas mal parlé sur les bons signaux. Les questions, on a parlé. Soft skills, t'as bien développé, c'est très cool. Je pense qu'on pourrait vraiment faire un live entier sur ça, tu vois, mais les soft skills? ouais, non, mais c'est vrai. Question, passe, entretien. Ah ouais, toi, alors ouais, j'ai une question peut-être pour les recruteurs. Là, on part vraiment de ton côté. Toi, c'est quoi ton objectif en tant que recruteuse dès que tu veux faire passer quelqu'un dans une équipe?
c'est quoi ton intérêt pour mieux comprendre aussi, pour mieux connaître l'interlocuteur que les développeurs auront en face d'eux? C'est quoi ton objectif, toi, en tant que recruteuse? Eh bien, moi, déjà, mon objectif, c'est pas de faire rentrer quelqu'un dans une équipe. C'est pas de faire rentrer quelqu'un dans un moule. Si t'es pas, y a pas de, tu es comme tu es. Et en fait, j'ai plein de clients, donc je te mettrai pas sur, même s'il y a des missions qui te plairaient. Le but, c'est pas de te mettre dans un moule, c'est vraiment de te trouver quelque chose. Et si je te trouve pas quelque chose maintenant, je trouverai peut-être quelque chose plus tard parce qu'on est en contact et on se connaît. Et du coup, un jour, peut-être que j'aurai un poste et je me dirai, ah bah tiens, Capucine, elle fitterait complètement et je reprends contact avec toi et je dis, ah, et Capucine. Donc, le but, c'est vraiment de mettre en contact des gens pour que la relation dure dans le temps. Ok, ok. Et est-ce que des questions... attends, j'avais une question sur ça, c'est est-ce que ça arrive que tu prennes des gens juste pour leur personnalité en te disant, bah tu vois, ça c'est un élément qui manque, ce type de personnalité dans une équipe. Est-ce que vous avez un peu ce travail-là autour pas seulement sur la compétence, mais sur, tu vois, la diversité des équipes et bah voilà, il faut quelqu'un comme ça qui a enfin, ce type de personne. Est-ce que c'est de plus en plus répandu chez les recruteurs ou pas du tout? Alors Ouais, là, sur la personnalité. en l'occurrence, je recrute des devs. Donc là, ce qu'on attend surtout, c'est sa capacité à bien développer, Ok. plus que d'être un pitre, parce que voilà. Mais une bonne personnalité, ça fait clairement la différence. Une grosse personnalité, ça fait clairement aussi la différence. Une fois, j'ai recruté quelqu'un un peu pour sa personnalité. Il est parti au bout de 3 jours. Ça l'a pas Ah, fait. ok. Donc, en fait, ouais, ta question, c'était est-ce que j'embauche quelqu'un qui a une super perso si c'est pas un super dev? Ça peut passer, c'est ce que les gens me disent sur le papier, mais souvent, il y a quelqu'un dans la boucle qui va pas aimer. Parce qu'en plus, les personnalités, c'est tellement propre à chacun que s'il y a une personne qui n'aime pas ta personnalité et que t'es pas bon techniquement, ça passera pas. Ok. Question super intéressante dans le chat de Capucine. Est-ce que quand tu postules à un poste et qu'on t'en propose un autre, en l'occurrence ici c'est PO, mais ça peut être autre chose, comment tu peux réagir face à Bah, est-ce ça? que ça Parce que t'intéresserait? Est-ce que ça t'intéresserait, Capucine? Ou est-ce que c'est parce que tu veux pas, mais tu as que ça? S'il te dit est-ce que PO ça t'intéresserait, soit c'est parce qu'il a vraiment un besoin de PO et il a pas compris ton besoin, ou soit c'est parce que tu as eu un passé de PO et à ce moment-là, ça pourrait fitter. ok. Et si ça t'intéresse pas, comment tu ouais, je sais pas, mais c'est bizarre de se présenter en dev. Pourquoi Si tu sais si pas? est-ce que tu peux te dire non et que ce soit ça passe bien? Comment tu ressentes sur le débat? Est-ce que tu poses une question? Moi j'ai postulé sur ce poste-là. Je suis pas forcément intéressé par PO. Est-ce que ça peut arriver qu'un recruteur il te prenne entretien, mais uniquement d'ailleurs pour en fait Après, avec une arrière-pensée? ça peut être à double tranchant. Soit tu dis expliquez-moi l'émission, moi je suis venue pour dev, mais expliquez-moi l'émission. Parce qu'il y a un truc dont j'ai pas parlé qui est hyper important, c'est de savoir où vous voulez aller. Et on va beaucoup vous juger parce que si par exemple Capucine tu dis ah oui je veux bien être PO, moi je me dis mais en fait elle veut être dev ou elle veut être PO, elle sait pas ce qu'elle veut donc je te prends pas. Hmm, Le but ok, de vraiment répondre à la question savoir vrai et ça c'est pas instinctif du tout comme question. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu as comme vision? Qu'est-ce que tu as comme appétence? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et ça on va te le poser. Et qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu as comme qu'est-ce que tu veux vraiment? Savoir ce que tu veux vraiment. Et souvent, si tu veux être chanteuse, ne dis pas que tu veux être chanteuse. Tu dis que tu veux avoir cette mission-là. Tu dis que ton rêve, c'est vraiment ce poste-là, tout en étant toi-même, bien sûr. Et parce que ouais, le but, c'est plus de rentrer dans une case comme tout à l'heure. Mais il faut que tu répondes clairement à la question, qu'est-ce que tu veux? Donc, si tu dis, ah oui, pourquoi pas PO, on se dira, mais elle ne sait pas ce qu'elle veut. ok. Ouais, tu peux te dire, bah, moi, ce que je veux, là, ce métier-là, il me plaît vraiment. Après, dans 2, 3 ans, c'est l'évolution logique, ce serait de partir sur ça, mais Oui, toujours de tout rester à dans la fait. cohérence et voilà. Et Ok. du coup, demander aussi à ton interlocuteur qu'est-ce qu'il entend par ce poste. Et essayer de le sentir si tu sens que c'est parce que cette entreprise a besoin d'un PO, ou si tu sens que c'est une entreprise qui n'a pas besoin d'un PO mais qui te teste. Donc, vois. Mais après, si c'est quelqu'un qui a absolument besoin d'un PO, tu postules comme dev et il dit est-ce que tu voudrais être PO, c'est que c'est peut-être pas une entreprise dans laquelle il faut que tu ailles. Ouais. Un classique.
Ah, merci pour vos réponses très claires. Trop De rien. bien. Alors, une petite dernière question, puis après on va laisser Élise. Mais d'ailleurs, Élise, désolé, on est un peu en retard. Est-ce que tu as le temps pour une dernière question? Ou Bien oui, sûr. ça le fait. Je Bon, pensais top. pas non plus que ça durait aussi longtemps, mais c'est cool. Ouais. Non, mais c'est bien ce format-là, c'est propice aux questions. Mm. Est-ce que les recruteurs sont conscients de la mauvaise image qu'ils ont auprès des devs par la faute d'une partie d'entre eux qui ne lisent clairement pas les CV, qui se présentent comme spécialisés de la tête, mais confondent Java et JavaScript? Oui, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn. Je vais même vous envoyer, j'ai créé un Discord. Je vous envoie le lien de mon Discord comme ça. Quand j'ai des offres, je les mets dessus. Si vous avez des questions, vous me les posez dessus. J'arrive. Touc, touc, touc. Et attends, la question du coup, c'était oui, les recruteurs ont conscience de leur mauvaise image. Voici le Discord. Je vous invite vivement à venir dessus. Moi, je vais sur Twitter pour chasser, je vais sur Slack pour chasser, je vais sur. J'essaie vraiment de me fondre pour être la moins désagréable possible, quoi. Donc, oui, les devs en ont conscience. Quand je suis arrivée sur Twitter, tout le monde était là. Les recruteurs, cette sale espèce. Ouais. Mais bon, en vérité, on échange ensemble et moi, à chaque fois, les devs que j'ai au téléphone, ils sont super contents et ils me disent qu'ils sont contents ils trouvent que je change l'image du recruteur. Donc, ça dépend sur quel recruteur vous tombez. Des fois, il y en a qui sont juste là pour faire de l'argent et ils ne comprennent pas votre travail. Et des fois, c'est un plaisir. Donc, Ok. ça dépend de la mentalité du recruteur. Hop. J'ai dû cliquer sur le lien et c'est le Discord qui sonne dans tous les sens. Pourtant, je l'ai enlevé. Donc, à mon avis, il y a pas mal de gens qui s'inscrivent, Élise. C'est tant mieux ça. Chouette. Ok, top. Bon, alors, mais un énorme merci, Élise. Franchement, tu as répondu à plein de questions et plein de tips. Donc, je suis sûr que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup aider tout le monde. Euh, Si, bah, du coup, pour te contacter, c'est sur LinkedIn, mais bon, ou directement sur le Discord, c'est peut-être plus simple. Est-ce que tu veux dire un dernier mot avant qu'on se quitte? Et encore une fois, énorme merci, Merci c'était trop Stéphane bien. Teca. Merci beaucoup. D'accord? C'était hyper chouette aussi. J'étais hyper contente qu'on puisse interagir avec le chat, avec des vrais exemples. Et ce format de conversation est plus fluide et très agréable et moins stressant qu'une présentation. Donc, c'est chouette. Ouais, et bah pour le coup, tu vois, au départ, on faisait des présentations avec Modulo, et de plus en plus, on part sur ce genre de format, et c'est vrai que c'est plus simple pour tout le monde en fait, Mm. pour faire émerger des questions et pour que tout le monde puisse participer finalement. Voilà. Bon, bah, Merci beaucoup. merci beaucoup à tous. Très bon week-end, très bon après-midi. Oui, bon week-end. Et, pour ceux qui veulent faire des lives, il y en a en septembre. Et je vais essayer de faire un bon résumé de tout ce que tu as dit, Élise. Je vais essayer de faire ça un peu, enfin, avec des mind maps, tout ça, un truc sympa. Et puis je te l'enverrai pour que tu puisses l'utiliser aussi si tu veux. Ça marche. Merci. Bah, à Trop bientôt. bien. Merci beaucoup. Salut.